cas, merci d'être présent en studio. Du partage des rencontres, bienvenue au bar de l'économie, présenté par Florence Sueur. Bonjour à tous et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission du bar de l'économie et bienvenue sur IDFM Radio Anguin. Et oui, Florence Sueur au micro, accompagnée de Philippe à la technique. Merci à nos fidèles qui nous suivent en vidéo live via Facebook, page bar de l'économie, ou en web radio, ou alors bien sûr en FM, peut-être dans vos voitures ou chez vous, je ne sais pas. En tout cas, pour réécouter cette émission, eh bien, connectez-vous à notre nouvelle chaîne YouTube Bar de l'économie. Alors aujourd'hui, on va parler de soutien à l'économie, de cafés, des restaurants, de l'apprentissage, du rôle de la SNCF dans la crise de Covid, de l'avant, de l'après, et puis peut-être de la SNCF et du territoire du Val d'Oise, et puis aussi de la réforme du ferroviaire, de la place de la femme dans les métiers techniques, et puis de la démarche d'évaluation des risques professionnels. Et on terminera avec la culture, parce qu'on en a bien besoin, et on a hâte que tous les lieux publics culturels puissent s'ouvrir. Alors pour parler de tous ces sujets, eh bien j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Da Silva, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la 7e circonscription du Val d'Oise, membre de La République En Marche depuis 2017, et vous êtes aussi conseiller municipal à Moisselles. Alors vous l'étiez, vous rayonnez sur 13 communes, on en parlera tout à l'heure, qui vont de Hattinville à Montmorency. Vous êtes l'un des ambassadeurs de la réforme des retraites, vous êtes aussi rapporteur de la proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais des contrats de complémentaire de santé. Vous êtes vice-président du groupe d'études pratiques innovantes pour l'emploi. Si on a l'occasion, ça j'aimerais bien qu'on en parle. Et puis auparavant, vous étiez entrepreneur dans la construction modulaire écologique. Alors, on a quand même beaucoup de sujets à aborder ensemble. À vos côtés, Zelda Crambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes la toute nouvelle directrice des lignes H et K de la SNCF. Et nous évoquerons avec vous, bien sûr, le rôle de la SNCF dans la crise Covid. Comment ça va se passer même après? Est-ce qu'on va garder nos bonnes habitudes? Et puis, bien sûr, de la réforme du ferroviaire et puis de la place des femmes dans les métiers techniques. Et en tout cas, merci beaucoup à vous deux d'être là. Ensuite, à vos places, prendront place Pascal Wick, qui est avec nous, mais dans la pièce d'à côté, puisque nous respectons les règles de distanciation. Donc, Pascal Wick, bonjour. Il dirige l'entreprise Formation d'adultes à la sécurité. Et avec lui, on parlera de la démarche d'évaluation des risques professionnels et des obligations législatives. Et puis, Dominique Roland, bonjour. Il est directeur de la culture et directeur général adjoint de la ville d'Anguin. Et avec lui, on évoquera la parole des acteurs culturels dans le secteur de la culture, qui est un des 4 secteurs les plus touchés par cette crise Covid, et la relance qui malheureusement ne pourra pas reprendre tout de suite, mais en tout cas, on va lui demander comment ça va se passer pour Anguin et quelle création et quelle culture et quand, surtout à Anguin. Alors, comme d'habitude, eh bien, on va tout de suite passer aux infos du jour. Première info du jour, c'est l'imposition de solidarité sur le capital. Eh bien, le Sénat n'a pas adopté la proposition de résolution proposée par 4 socialistes en application de l'article 34.1 de la Constitution, demandant au gouvernement de mettre en œuvre une imposition de solidarité sur le capital pour répondre aux défis de financement de la crise sanitaire, économique et sociale du Covid-19. Alors, Dominique Da Silva, en tant que député, j'ai envie de vous poser cette question. En France, on a tendance depuis très longtemps à tout le temps vouloir imposer des impôts nouveaux. On est le pays champion des impôts. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une manière de réfléchir autrement? Puisque à force de taper sur les plus riches, la plupart sont partis, restent les cadres moyens qui, on l'a vu, commencent à en avoir un petit peu assez. Mais il n'en reste plus beaucoup à force. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir autrement en France? Alors, c'est un impératif. Avoir ce type de proposition à un moment où justement on se pose la question de la relance de l'économie, et on sait bien qu'un des enjeux, c'est la demande. C'est-à-dire qu'il va falloir évidemment, on a préservé l'offre avec tous ces plans, que ce soit le prêt garanti de l'État, toute l'aide finalement au chômage partiel. Venir aujourd'hui réclamer un nouvel impôt en guise de solidarité. Non, la solidarité, c'est qu'on reprenne un peu nos vies, qu'on investisse, que les plus riches d'entre nous, justement, investissent en France, dans notre économie, dans nos entreprises. Donc, c'est pas du tout, de toute façon, en ligne avec
ce que propose le gouvernement, et je crois qu'on va arrêter là pour les impôts. Je crois que maintenant, la vraie question, c'est qu'on va devoir endetter évidemment le pays davantage, parce que cet argent-là, il faut bien aujourd'hui considérer que c'est des milliards qui tombent de l'avenir, hein. C'est-à-dire que c'est pas de l'argent aujourd'hui dont on dispose, et donc c'est toute la relance et toute l'efficacité qu'on aura derrière pour reprendre un peu le cours de nos vies et faire en sorte que l'économie se redresse le plus vite possible. Est-ce que par hasard, il y aurait des mesures pour faire revenir les gens qui étaient partis, les plus riches qui étaient partis? Est-ce que par hasard, il n'y a pas des mesures qui sont en train d'être réfléchies? Nous avions commencé. Je crois qu'il y avait de plus en plus d'investissements étrangers en France. De ce point de vue-là, les choses étaient bien engagées. Donc évidemment, on a assoupli et toutes les réformes que l'on a engagées, que ce soit par rapport au Code du travail, par rapport effectivement à la fiscalité, la baisse de l'impôt sur les sociétés qui était effectivement programmée de façon plus annuelle, devait évidemment et a commencé à porter ses fruits. Maintenant, bon, voilà, il y a eu cette crise du Covid-19, l'après est complètement différent de ce que ça a pu être avant, donc voilà, il faut revoir le logiciel évidemment. Merci beaucoup pour ce commentaire. Alors, autre info du jour, la 10e édition de Créatrices d'Avenir est lancée. Femmes entrepreneuses à vos candidatures. Un programme unique d'accompagnement et de financement de la valorisation des femmes entrepreneurs en Île-de-France sont lancées. Les candidatures peuvent démarrer donc pour rechercher les 5 créatrices marquantes de l'année 2020 et la créatrice d'avenir. Voilà, donc 6 trophées pour valoriser l'audace et la diversité de l'entrepreneuriat des femmes. D'ailleurs, ils portent bien leur nom, les trophées. Il y en a un qui s'appelle Audace, l'autre c'est l'entreprise responsable, le 3e c'est pour l'innovation, le 4e c'est une femme dans les quartiers et le 5e savoir-faire, le 6e étant la créatrice d'avenir, bien sûr. Alors, information pratique, eh bien, ouverture des candidatures, c'est fait. La clôture, c'est le 30 septembre. Le jury de sélection départementaux se réuniront en octobre. Le jury de sélection des finalistes, c'est le 5 novembre. Le vote du public du 13 au 20 novembre. Et l'audition des finalistes et du jury final, ce sera le 23 décembre pour un résultat et une cérémonie de remise des trophées en décembre 2020. Alors Zelda Crambert, je pense que ça doit vous intéresser ce trophée, d'autant que en tant que femme, vous avez eu une carrière un peu technique. Oui, alors effectivement, je suis ingénieure de formation et puis dès que j'ai eu mon diplôme, je suis entrée à la SNCF, mais je suis d'abord rentrée côté SNCF Réseau, donc à l'entretien des infrastructures et sur les voies. Donc je m'occupais des rails, des traverses, du ballast, et donc ce sont des métiers dans lesquels les femmes sont assez peu représentées, hein. J'étais souvent la seule femme présente dans mes équipes et j'ai adoré cette période-là, ces métiers-là, et c'est vrai que je pense que c'est particulièrement important d'engager les femmes vers des métiers où on les attend moins. Donc oui, de l'audace, osons, ça me paraît extrêmement important. Alors justement, profitons-en. Je crois qu'à la SNCF, vous embauchez des femmes vous avez des offres même d'emploi à pourvoir dans les métiers techniques. Quelles sont les offres que vous recherchez, que vous proposez aujourd'hui? Alors, on embauche des conducteurs, on embauche des conducteurs et aussi tous les métiers qui sont relatifs à la maintenance des trains, donc en particulier par exemple des électriciens. Et quand je dis conducteur, tout se conjugue au féminin, électricien aussi, donc on embauche aussi, et ça nous fait très plaisir de les accueillir, des conductrices de train et des électriciennes, et d'une façon générale, tous ceux qui concourent à la maintenance, à l'entretien des trains. Merci beaucoup pour ce commentaire. Autre information du jour, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui reprend les essais cliniques sur l'hydrochloroquine 9 jours après les avoir suspendus suite à la publication, je vous en ai parlé hier, de cette étude
prestigieuse, dans la revue médicale prestigieuse plutôt, The Lancet, qui s'avère en fait, une étude qui s'avère inexacte. Je vous le disais hier, d'ailleurs, vous avez pu entendre l'interview du professeur Raoult, qui a bien sûr indiqué tous ses résultats sur son étude qui porte sur quand même plus de 4000 cas. Et le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé, lui, suspendre le recrutement de nouveaux patients dans le cadre de ces 2 essais cliniques sur ce médicament et réfléchit, lui, en fait, à reprendre les essais ou pas. Et Donald Trump, lui, en profite pour annoncer que les États-Unis mettent fin à leur relation avec l'OMS, qu'il accuse de se montrer trop indulgente avec la Chine depuis le début de la pandémie, en allant même jusqu'à dire que c'est une marionnette de la Chine parce qu'ils ont échoué à faire des réformes nécessaires et requises et nous allons rediriger ces fonds vers d'autres besoins en santé publique et urgents et mondiaux qui le méritent. Alors, Dominique Da Silva, le ministre de la Santé ne s'est-il pas un peu précipité quand il a interdit l'hydrochloroquine pour les cas les plus graves en hôpitaux uniquement? Et puis, que penser de ces chapelles médicales entre les pontes français finalement? Oui, il est bien là le problème. C'est-à-dire qu'un politique, quand bien même il vient effectivement du secteur médical et hospitalier, voilà, on a des études contradictoires, on a des spécialistes et des experts qui s'opposent, et quand on est politique, on doit trancher, on doit se positionner. Alors quand en plus l'OMS vient effectivement alerter sur la question l'hydrochloroquine, voilà, évidemment que ça pose question, et on est dans un État qui doit protéger, donc qui prévient aussi des risques. Donc évidemment, sa position est tout à fait logique, mais encore une fois, voilà, on rebondit encore une nouvelle fois là-dessus, et donc du coup, cette étude est remise en cause. Donc sans doute que ces essais peuvent reprendre, mais il y a de moins en moins de cas, et c'est une bonne chose. Donc avoir des cas cliniques pour mener ces expertises seront sans doute plus compliquées aujourd'hui, mais tant mieux, mais il faut aller au bout. Après, voilà, quand on a des statistiques et des chiffres que nous donne le professeur Raoult, qui semblent effectivement convaincre de l'apport de ce médicament, il faut sans doute regarder de plus près. Oui. Et puis du taux de zinc dans le corps humain, très important, a-t-il dit hier. Donc ça, je reviens là-dessus parce que on est quand même très fort. Enfin, on est un des pays les plus touchés finalement. On a quand même plus de 29 000 morts. Donc, on fait partie des pays les plus touchés dans le monde. Autre information du jour, c'est la Banque Centrale Européenne qui devrait renforcer son soutien à l'économie, bien au-delà des mesures que j'avais annoncées précédemment, tant l'impact du nouveau coronavirus promet de se faire sentir plusieurs années. Donc le programme PEPP visant à limiter les effets de la pandémie, initialement doté de 750 milliards d'euros pour acheter les obligations publiques et privées, devrait être gonflé de 500 nouveaux milliards d'euros avec une prolongation des aides jusqu'en septembre 2021. Et pour se décider, la BCE met en place un nouveau jeu de prévision macroéconomique courant jusqu'en 2022. Évaluation cruciale de l'ampleur et de la durée de la crise. On en saura plus d'ailleurs cet après-midi. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, d'ailleurs, doit s'exprimer, mais elle table déjà sur un recul du PIB de la zone euro, compris entre 8 à 12% avant un rebond incertain au niveau économique, bien sûr. Allez, on va finir les infos avec je vais vous faire rêver, si vous voulez bien. On va parler un peu de SpaceX. Les astronautes américains se sont envolés samedi du centre spatial Kennedy en Floride dans une fusée Falcon 9 de la société fondée par Elon Musk. Et c'est quand même la première société privée à se voir confier par la NASA la responsabilité d'acheminer des astronautes. Donc le deuxième essai de SpaceX a réussi à placer en orbite sans encombre la capsule Crew Dragon une dizaine de minutes plus tard, et pour son premier vol donc habité et le premier lancé par les États-Unis depuis 2011. Ils ont bien sûr atteint l'ISS, la Station Spatiale Internationale, et après le décollage, le premier étage de la fusée de 70 mètres s'est séparé comme prévu et est revenu se poser à la verticale sur une barge au large de la Floride. Et ça, c'est une première. Notez que SpaceX est la seule société au monde à récupérer ainsi ses lanceurs. Avant, on les laissait s'échouer dans l'eau. Et puis, bien sûr, le second étage, eh bien, s'est placé sur la bonne orbite. Et vous avez peut-être suivi en direct
ce fameux voyage, parce que c'est quand même fantastique. Ça vous fait rêver, Dominique Da Silva? Oui, c'est toujours intéressant et heureusement d'ailleurs qu'on a encore cet imaginaire qu'on avait il y a effectivement 50 ans, 70 ans en arrière. Pour autant, évidemment, les préoccupations du moment sont tout autres, mais oui, ça fait du bien. Après, je n'ai pas plus de commentaires. Maintenant, peut-être que la SNCF, ça pourrait s'intéresser effectivement à ces vols-là. Mais oui, bien sûr, toujours intéressé par tout ce que l'homme peut faire de beau et d'intéressant d'un point de vue, j'allais dire, universel. Dernière info du jour, je voulais en parler avec vous parce qu'on va parler ensuite des cafés, des restaurants, des indépendants, si vous voulez bien, Dominique Da Silva. C'est le nouvel acquis social en Espagne. Le revenu minimal vital a été adopté le week-end dernier et ça devrait concerner 850 000 familles, soit 2,3 millions de personnes. L'aide mensuelle sera comprise entre 460 et 1 000 euros et pourra être demandée dès cette semaine, y compris par les migrants et les demandeurs d'asile. Le coût pour Madrid, c'est 3 milliards d'euros. L'Espagne est le 3e pays en termes de pauvreté au niveau européen, derrière la Roumanie. Et donc, l'Espagne, la Banque d'Espagne a révélé dans un rapport qu'au moins 12 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Voilà, c'est une première donc pour les Espagnols. Alors, quand il y a, comme en ce moment, Dominique Da Silva, des trous dans la raquette, si je puis dire, on a bien vu que la place des indépendants est beaucoup moins soutenue. C'est un peu peut-être plus difficile pour évaluer le soutien qu'il leur faut. Comment on fait pour rectifier quand on est député? Comment ça se passe? Est-ce que c'est vous, sur le terrain, qui prévenez plus haut ou comment les décrets sont-ils décidés? Expliquez un petit peu On a effectivement cette mission de faire remonter du terrain ce que peuvent vivre nos concitoyens. Et c'est tout, effectivement, l'intérêt d'être en lien avec les acteurs de nos circonscriptions. Pour autant, je rappelle quand même que la France en fait beaucoup. Et d'ailleurs, l'exemple madrilène montre bien que nous, on est déjà... avoir des minima sociaux et des protections sociales de ce niveau, ça fait longtemps que la France s'y est mise. C'est d'ailleurs un vrai sujet parce que la protection sociale, c'est aussi un coût, enfin en termes de richesse, c'est une part de la richesse importante, ce qui implique évidemment, malheureusement aussi, une contrepartie, c'est moins de pouvoir d'achat, enfin c'est aussi des salaires plus bas, etc. Et c'est vrai que souvent on oppose... je prends l'exemple, que ce soit pour les hôpitaux, pour les enseignants, en se disant « Ah bah oui, mais à l'étranger, on serait payé mieux. » Bon, oui, c'est un fait, mais parce qu'il y a moins de dépenses aussi, au regard voilà, si on ramène ça à la population, etc. Vous voulez parler aussi de la dette sociale en même temps? La dette sociale, alors évidemment, c'est le sujet qui va nous animer et elle est très importante. Elle est d'autant plus importante que, évidemment, ça a un impact aussi sur ce que le reste, ce qui va nous rester pour pouvoir mener ces actions envers les plus démunis, les plus fragiles. Donc cette dette, on va la déplacer vers la CADES. Donc ça, on a déjà un outil, c'est cette fameuse caisse d'amortissement de la dette sociale. Donc on a cet outil-là qui fonctionne bien et donc on va effectivement transférer plus de 130 milliards à la CADES. Donc on a déjà les mécanismes et les prélèvements qui permettent effectivement d'apporter les ressources nécessaires à la CADES pour ensuite rembourser le capital et les intérêts de cette dette. Et donc libérer ce qui peut être libéré pour que derrière, au niveau de la sécurité sociale, on ait les ressources pour faire face notamment à l'augmentation des salaires des soignants, à la réforme du plan hôpital, etc. Voilà, je pense qu'on en fait beaucoup et quand on se compare évidemment, on peut se réjouir d'avoir un pays qui protège énormément, mais derrière, la contrepartie, c'est qu'il faut aussi de la richesse, il faut pouvoir travailler aussi pour s'offrir ce bel outil. Et ça ne peut pas être que les riches, comme vous l'aviez dit précédemment, parce que je pense qu'on est aussi un pays
qui imposons beaucoup de taxes. Donc à un moment, l'équation, elle est qu'il va falloir On est moins productif, sans doute être plus productif et travailler davantage. Et qu'est-ce que ça veut dire travailler davantage? Ça serait Là, revenir aux 39 heures? Non, mais à un moment, soit on s'entend pour dire oui, effectivement, on a peut-être un peu moins de pouvoir d'achat, mais quelque part, on a des revenus qui sont un peu transférés parce que quand on voit effectivement le niveau, alors c'était très polémique sur la réforme des retraites, mais Dieu merci, en France, le niveau des retraites est quand même très satisfaisant quand on se compare effectivement à la moyenne européenne, c'est quand même plus 7% en termes de pension. On a effectivement, on ne paye pas très cher sa maladie, enfin les soins sont quand même d'un accès relativement aisé et pour un coût très, très amoindri. Pareil pour l'éducation, faire des études longues, ça coûte moins cher que dans bien d'autres pays. Donc la contrepartie de tout ça, c'est qu'effectivement, en termes de salaire net, on se retrouve avec un peu moins qu'ailleurs. Bon. Donc on ne peut pas avoir, si vous voulez, le niveau de pouvoir d'achat d'un Américain en ayant la protection sociale d'un Français. C'est juste pas possible. Oui, mais alors finalement, je repose ma question. Dominique Da Silva, je rappelle que vous êtes député du Val d'Oise. Pourquoi finalement ne pas revenir aux 39 heures, puisque on avait un meilleur équilibre? Je pense que si vous dites qu'il faut travailler plus. Après l'histoire des 39 heures, c'est vrai que si maintenant le temps légal de travail c'est 35 heures, ça n'empêche pas d'aller au-delà. Très honnêtement, on a pris toutes les mesures oui, nécessaires pour... Puis, très honnêtement, on a maintenu les salaires, c'est d'ailleurs un des problèmes. Je reviens sur cette histoire de pouvoir d'achat. C'est vrai qu'on a payé les 35 heures par une moindre augmentation des revenus, des carrières, etc. Donc quelque part, ces 35 heures, les travailleurs l'ont aussi payé d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, aller au-delà, non, c'est plus... trouver des sources de l'emploi pour notamment ceux qui en sont éloignés. Donc je pense beaucoup, moi, il faut miser beaucoup dans l'insertion, dans l'apprentissage, dans le fait que... Donc quand vous dites travailler plus, ça veut dire plus de personnes qui travaillent. Je pense, oui, c'est le nombre de l'horaire, c'est le nombre de personnes. C'est plus ça. Et donc soutenir l'économie par plus d'apprentissage. Plus d'apprentissage, plus de compétences, évidemment plus de personnes au travail. Et le travail, c'est pas quelque chose de figé. Le travail, ça se crée. Il faut le développer, il faut les conditions pour le développer. Et donc évidemment que ceux qui travaillent plus, on va dire, encouragent aussi d'autres développements. Et donc c'est pour ça que quand on regarde, effectivement, ce sont bien souvent les pays où on travaille plus, qu'on dégage aussi plus de richesses. Et est-ce qu'on ne pourrait pas plus permettre les stages aux jeunes ados qui ont à partir de 15 ans, comme on le faisait avant finalement, et notamment dans des secteurs, dans des spécialités, puisque maintenant il y a eu la réforme du baccalauréat. Est-ce qu'on ne peut pas permettre déjà finalement de commencer ces stages dès l'âge de 14-15 ans, comme on le faisait il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années? Sans doute, mais il y a aussi ce réglementaire, ces normes qui empêchent énormément de choses. C'est encore une fois, comme on veut prévenir de tous les risques, etc. C'est vrai qu'il y a autour de ça énormément de contraintes pour un employeur. Et accompagner un stagiaire, c'est aussi des ressources permanente qu'il faut affecter à son accompagnement, etc. Et quand on est déjà un peu en tension sur un certain nombre d'emplois, c'est compliqué. Donc, vous voyez, c'est tout un écosystème qu'il faut sans doute repenser, mais c'est indispensable. Il y aura des mesures qui vont être annoncées, et je pense des mesures très très fortes à l'endroit de l'apprentissage. Je pense que, évidemment, parce que la crainte, c'est qu'à la rentrée, alors pour ceux qui sont déjà en apprentissage, je pense que, évidemment, les entreprises vont sans doute aller au terme de leur contrat. Mais pour la rentrée, c'est un vrai risque qu'il n'y ait pas assez de contrats d'apprentissage. Donc là, je pense qu'il va y avoir un soutien très très fort et sans doute une prise en charge quasi totale de la part de l'État pour que les entreprises puissent avoir
Enfin, je ne suis pas dans le secret Donc, on des dieux, s'attend... mais je m'attends de toute façon, de ce que j'ai entendu, je crois qu'il va y mesures. avoir des mesures très très fortes pour accompagner l'apprentissage. Donc encore beaucoup d'informations pour nous, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors je reviens à ma première question, parce que là on a dérivé sur la dette sociale, sur l'apprentissage, sur le soutien à l'économie. Dominique Da Silva, quand on se rend compte en tant que député, vous qui êtes sur le terrain, qu'il y a des trous dans la raquette, dans une loi, puisque la loi ne fait pas tout, hein, il y a aussi les décrets, comment se décide un décret? Expliquez aux auditeurs comment ça se passe. Alors la loi, pour que effectivement vos auditeurs comprennent bien, on fixe des principes, hein, on fixe un cadre, donc un cadre législatif, mais on ne rentre pas dans le détail. C'est-à-dire que dès qu'on aborde des questions plutôt pratiques, enfin sur des taux, sur des seuils, des choses comme ça, donc, et qui effectivement font toute la différence. Voilà. Là, on est au niveau du réglementaire, c'est-à-dire que c'est le ministre, par voie d'arrêté, par décret aussi en Conseil d'État, qui fixe ensuite les modalités. Et donc, l'important, c'est que la loi soit suffisamment cadrée, enfin à la fois vague pour laisser de la liberté, mais à la fois restrictive. Oui, voilà, c'est-à-dire que, et c'est là où évidemment c'est toujours un peu compliqué, mais on doit, nous en tant que parlementaires, suivre aussi l'application de ces décrets et aussi, dans la mesure du possible, intervenir pour qu'il y ait évidemment des rectifications avant que ces décrets ou arrêtés soient publiés. Alors, dans le secteur de votre arrondissement, j'allais dire en tant que député, vous allez d'Attainville à Montmorency, donc ça fait 13 communes. Il y a 4 secteurs de l'économie extrêmement touchés, dont la culture et les cafés-restaurants. Que prévoyez-vous pour les cafés-restaurants, notamment, qui sont dans votre arrondissement? Alors, je leur ai écrit d'ailleurs, j'ai voulu adresser un courrier pour leur témoigner de mon soutien. C'est vrai que les annonces sont quand même fortes de la part du gouvernement. Il y a un plan spécifique tourisme qui donc englobe, donc le soutien est massif, mais au-delà du soutien, c'est vrai qu'il faut regarder au cas par cas, parce que évidemment, vous voyez là, il y a des restaurants, évidemment, s'ils ont des possibilités de s'installer en terrasse, qui peuvent commencer à retrouver effectivement peut-être une activité. Pour d'autres, ça sera sans doute Sauf qu'aujourd'hui il compliqué. pleut, alors ça va être difficile, les terrasses. Hier c'était pas mal, mais aujourd'hui c'est sans doute moins bien. Et oui, d'où l'intérêt de sortir de cette zone orange et de ces contraintes pour que les gens puissent revenir. On est plutôt bien parti pour ça, parce qu'on voit bien que le risque épidémique, en tout cas pour le moment, semble s'affaiblir, mais on n'est sûr de rien à l'avenir. Est-ce que effectivement une reprise de l'épidémie à la rentrée, on ne sait pas. Donc il faut être très très vigilant là-dessus, très prudent, mais pour autant, je crois qu'il y a un soutien à apporter, mais plus de façon très personnalisée, spécifique. Et je crois qu'il y a des mesures à prendre. Donc moi, je suis à leur disposition. Si effectivement un café-restaurant venait à avoir des difficultés, je peux essayer de faciliter. Moi, en tant que parlementaire... Donc vous êtes dans le Val d'Oise, on fait un appel aux cafés-restaurants ou aux hôtels de vous contacter si non, jamais il y a après, j'ai un pas la réponse, j'ai pas moi la possibilité de leur trouver un financement, mais en tout cas de leur faciliter la vie pour essayer en tout cas de voir quel circuit emprunter pour les aider au mieux. Oui, je serais ravi de les aider, bien sûr. Merci en tout cas pour cette proposition. On en fera part, bien sûr. Vous inquiétez pas, ça va être redit. Alors, ça bouge chez les LREM, c'est chaud même, j'allais dire. Il y a un nouveau groupe qui s'est constitué. Est-ce que comment vous le voyez en tant que membre de La République En Marche? Alors, ça ne vous a pas échappé. À La République En Marche, il y a différents courants. Voilà. L'idée, encore une fois, c'était de dire, voilà, il y a des bonnes idées à droite, à gauche, on rassemble autour d'un projet. Et je pense que ça a bien fonctionné parce que le projet, c'était le président de la République qui l'avait fixé avec un certain nombre, effectivement, d'actions. Et donc, on était assez... cohérent dans notre engagement par rapport à cette feuille de route que nous avait fixée le président. Dès lors qu'un certain nombre de choses sont venues
bousculé un petit peu voilà, la vie française, et à commencer par l'épopée Gilets jaunes et après voilà, malheureusement la crise Covid-19. Forcément, cette feuille de route ne tient plus, hein, à commencer par la réforme effectivement des retraites. Hein, voilà, on n'aura pas le temps d'en parler ensemble aujourd'hui. Mais voilà, donc à partir du moment où effectivement il faut rebattre les cartes, bon, bah, un certain nombre de mes collègues ont pensé que bah, on n'en faisait pas assez de ce côté-là, voilà, donc on préférait aller vers un autre groupe, mais pour autant, voilà, c'est pas. Il suffit pas de changer de navire, il faut surtout le faire avancer pour qu'il atteigne son but. Merci Dominique Da Silva d'avoir été avec nous aujourd'hui au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Eh bien écoutez, je vous propose de revenir à la rentrée parce que je pense que le projet de réforme des retraites va battre son plein sans doute pour l'automne. Donc on aura encore beaucoup de choses à dire et encore merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va poursuivre avec la chronique culinaire dans quelques secondes. Vous êtes sur IDFM, Radio Anguin, Allez, la enfin. radio du bien-être. Attention, Bruno, à toi. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Alors j'en profite pour dédier cette chronique à mon petit-fils Sacha qui est né dimanche. Voilà. Et oui, je suis de nouveau grand-père pour la 3e fois. Mais bon, c'est pas votre histoire, c'est la mienne. Alors aujourd'hui, on va faire une belle recette de saison, pleine de légumes et de soleil. Et aussi un peu originale. Alors oui, on va faire une blanquette de porc printanière. Oui, vous avez bien entendu, une blanquette de porc. Et pourquoi pas, après tout. Alors on va être généreux. On va faire une recette pour 6 personnes. C'est vrai maintenant qu'on peut se retrouver autour d'une table. Alors autant en profiter. Pour faire ce plat, vous avez besoin d'1,5 kg dans l'échine, coupé en morceaux pas trop petits, des bons gros cubes. Vous pouvez demander d'ailleurs à votre boucher de le faire, ou alors vous pouvez le faire vous-même. Une botte de carottes nouvelles, 750 g de petits pois pour 250 g écossais, 200 g de champignons de Paris, une botte de jaunes navets, un oignon, un citron, 40 g de beurre, 40 g de farine, 2 jaunes d'œufs, 2 cuillères à soupe de crème épaisse, 3 clous de girofle, un bouquet garni, un bouquet d'estragon, du sel et du poivre. Alors pour commencer, vous mettez les morceaux de viande dans une cocotte et vous couvrez largement d'eau froide et vous portez à ébullition. Vous écumez régulièrement afin d'enlever les impuretés qui vont se former sur le dessus. Vous ajoutez l'oignon épluché piqué de 3 clous de girofle et le bouquet garni. Une fois à ébullition, vous couvrez et laissez cuire 1 heure. Donc pendant ce temps-là, vous épluchez les carottes et vous les coupez en deux dans le sens de la longueur, si elles sont trop grosses. Vous retirez la base des champignons, vous les nettoyez et les coupez en 4. Vous lavez les navets, retirez le trognon, vous les épluchez, puis vous coupez en 4 ou 6 selon la grosseur. Personnellement, je préfère toujours prendre des petits navets, je les trouve meilleurs. Au bout d'1 heure de cuisson, vous ajoutez les champignons, les carottes et les navets, puis vous laissez cuire une demi-heure de plus. Vous écossez les petits pois et vous les ajoutez 5 minutes avant la fin de la cuisson. Vous relevez 40 centilitres de jus de cuisson, vous faites fondre 40 g de beurre, vous ajoutez la farine, du sel et du poivre, puis vous versez le bouillon chaud en fouettant quelques minutes. Le but, c'est d'obtenir une sauce qui s'épaississe. Vous mélangez les jaunes d'œufs avec la crème et le jus de citron, et vous versez ce mélange dans la sauce hors du feu. C'est important, hors du feu, en fouettant. Alors, vous retirez le bouquet garni et l'oignon de la cocotte, vous égouttez la viande et ses légumes, et vous les disposez dans un grand plat. Il ne vous reste plus qu'à napper de sauce et vous servez avec de l'estragon ciselé. Vous allez voir, vous allez vous régaler. J'ai fait cette recette mardi, accompagnée d'un chinon un peu frais, et ce n'est que du bonheur. Alors voilà, c'est terminé. Je vous souhaite un bon appétit. Vous n'avez plus qu'à aller en cuisine. Au revoir et à très bientôt.
Merci Bruno, ça m'en donne l'eau à la bouche. Je suppose que vous tous aussi, en tout cas, j'espère que vous allez bien vous mettre au fourneau après la fin de cette émission. Restez avec nous au bar de l'économie, car aujourd'hui je suis en compagnie de Dominique Da Silva, député de la 7e circonscription du Val d'Oise, de Pascal Wilk, qui dirige l'entreprise de formation d'adultes Pascal Wilk, et puis de Dominique Roland, directeur de la culture à Enghien-les-Bains, et de Zelda Kramberg, la toute nouvelle directrice des lignes H et K de la SNCF. Alors justement, Zelda Kramberg, quel rôle, alors comment fait la SNCF pour s'adapter à la crise de Covid, du pendant et de l'après Covid? Oui, alors la SNCF a été très très impliquée dans la crise. Alors je vais revenir sur la ligne H, mais avant, c'est quand même toute la SNCF qui a été impliquée dans la crise. Alors je pense par exemple aux trains de fret qui ont continué à circuler pendant la crise pour amener les denrées alimentaires nécessaires pendant le confinement. Je pense aussi évidemment aux TGV sanitaires qui ont circulé pendant la crise pour permettre d'emmener les malades là où les places en réanimation étaient libres. Et puis... donc à l'affrètement de trains spécifiques Covid. De TGV spécifiques, absolument. Des trains Covid qui nous permettaient d'emmener des patients en réanimation. Et puis, tout au long, tous nos trains du quotidien ont permis d'acheminer l'ensemble des soignants, l'ensemble des personnels, des professions nécessaires pendant le confinement à la nation. Donc, évidemment, c'est les personnes qui travaillaient dans les supermarchés et je pense aussi aux soignants. Et pour ça, on a beaucoup travaillé avec les territoires. Alors, évidemment, nous, quand le confinement a débuté, je viens maintenant sur la ligne H, on a connu une baisse drastique de la fréquentation. Il a fallu nous adapter très vite. Et puis face à cette baisse de la circulation, parce qu'on avait quelques pourcents, à peine 7% de voyageurs habituels qui continuaient à prendre le train. Il a fallu adapter nos horaires, adapter nos trains, mais pour ça, on a vraiment travaillé avec le territoire pour voir de quoi avaient besoin très précisément nos voyageurs qui prenaient le train, donc à quelle heure ils avaient besoin. Donc on a appelé les hôpitaux, on a appelé pour savoir la fréquence de train qu'il fallait, et s'il fallait supprimer des trains. Et les horaires, voilà. Donc on a nécessairement allégé le plan de transport, puisque face à 7% des voyageurs, il fallait l'alléger. Mais tout en ayant à cœur à la fois de répondre aux besoins du territoire, et puis en ayant à cœur aussi de répondre aux enjeux sanitaires, de distanciation sociale. C'est pas parce qu'on avait 7% de voyageurs qu'il fallait mettre 7% de trains, surtout pas, parce que nos voyageurs auraient été serrés dans les trains, et c'était pas du tout l'esprit. Et donc ça, on a été très attentifs à ça. Tout le long de la crise, en fait, on a continué à suivre ça. Donc petit à petit, on a adapté notre plan de transport au moment aussi, on en parlera, je pense, du déconfinement, pour augmenter notre offre, mais en surveillant en permanence la fréquentation de nos trains, de façon à garantir le respect de la distanciation sociale. En fait, c'était tout le problème du gouvernement qui voulait carrément arrêter tous les trains, et vous qui disiez non, il faut quand même assurer le minimum pour les salariés qui doivent se rendre à leurs travaux, à leur travail finalement. Oui, c'est exactement ça. Nous, les clients qu'on avait dans les trains, les voyageurs, on sait qu'ils n'avaient pas le choix que de celui de prendre le train, donc il fallait impérativement les acheminer, en particulier les acheminer vers les hôpitaux où on a eu beaucoup de travail, et je pense évidemment en Gare du Nord, en plus on est juste à côté de l'hôpital de la Rivoisière, mais pas que, dans tout le territoire du Val d'Oise, il y a des hôpitaux, et effectivement, on devait répondre à cette équation compliquée de dire nous devons garantir la distanciation sociale de 1 mètre entre tous les voyageurs, et on y a réussi. Alors on a des trains qui étaient un peu chargés, qu'on surveillait, mais les trains les plus chargés étaient en fait au quart de leur fréquentation habituelle, c'est-à-dire qu'on respectait très largement ces 1 mètre entre les voyageurs.
Alors, Zelda Kramberg, on a bien compris que vous étiez en relation directe, alors directement avec les établissements publics et aussi avec les communes. C'est avec qui discutez-vous quand vous voulez adapter l'offre SNCF? Alors, on discute avec les acteurs. Alors, soit là, en l'occurrence, on a beaucoup discuté avec les élus locaux, hein, les maires qui, en général, connaissent très bien leurs administrés, les besoins des villes et sont d'une aide très très précieuse. On a aussi pris à tâche avec le conseil départemental qui nous a vraiment aidé à repérer les hôpitaux Covid qui étaient dans le plan. Hôpitaux ou cliniques, j'imagine. Hôpitaux ou cliniques, tout à fait, ou maisons de santé, ce qui nous a permis de les contacter directement. Et puis, on est aussi en lien avec les entreprises du Vanoise, et donc on les a aussi contactées, puisque certaines ont évidemment continué à travailler. Alors, comment voit-on à la CNCF l'après-Covid, puisque bon, on a pour cette maladie-là, c'est les éternuements, donc les postillons finalement, mais on sait que pour le SRAS, c'est le contact tout simplement d'une main sale sur du métal, sur des poignées de porte, sur des barres. Moi, je pense aux barres qu'il y a dans les trains. Est-ce que finalement cette crise a fait une prise de conscience française sur l'hygiène publique qu'on doit avoir? Est-ce que vous allez garder ces bonnes habitudes pour après? Alors, on va les garder et on va les garder avec nos voyageurs. Effectivement, l'enjeu sanitaire reste. Tout à l'heure, monsieur le député le disait, on ne sait pas encore quand la crise Covid se terminera, et ça se terminera peut-être quand on aura un vaccin, mais en tout état de cause, plusieurs mois sont devant nous avec cette épée de Damoclès-là. Eh bien, on travaille. Alors, on travaille déjà avec une désinfection quotidienne des trains et en particulier de tous les endroits qui sont touchés par les voyageurs. Alors, je pense aux mains montantes, qu'on désinfecte quotidiennement. Moi, j'appelle ça des barres, vous appelez ça des mains montantes, d'accord? Des barres, Okay. enfin, peu importe, mais je pense que tout le monde voit bien de quoi on parle, oui. de quoi on parle. Et ça, on les désinfecte à la fois dans les lieux de garage, et puis on essaye aussi de le faire, si possible, le soir à Gare du Nord, quand les trains arrivent, avant qu'ils ne repartent, plein de voyageurs, et bien on fait intervenir des équipes de désinfection qui passent du produit virucide, qui tue les virus sur ces barres. Donc ça, c'est un de nos premiers sujets, c'est ça. Le deuxième élément pour garantir dans le temps cet enjeu sanitaire, c'est le civisme des voyageurs, et puis on compte beaucoup sur le maintien du port du masque, parce qu'on sait que ça empêche quand même la plupart des postillons de contaminer les autres. Et donc ça, on constate, et c'est une vraie réussite que les voyageurs globalement le portent quasiment à 100%. Il faut que ça continue. Donc c'est une obligation SNCF maintenant, quand on prend le train, il faudra avoir son masque, quelle que soit la... Absolument. Ça fait partie d'ailleurs des décrets. C'est le scoop du jour, c'est vous qui nous l'annoncez, Zelda Kramberg, c'est l'obligation de port du masque. Oui, c'est déjà le cas. Pour tout le temps. Quand on arrive en gare, il n'y a pas qu'à bord des trains d'ailleurs, dès qu'on arrive en gare, il est nécessaire de porter un masque et de le garder pendant toute la durée du trajet. Et ça, c'est vrai qu'on soit sur un train de banlieue ou dans un TGV. Ou un TGV. Ouais. Et on pense que c'est important parce que, et c'est peut-être le troisième enjeu, c'est que le transport collectif doit rester quand même, c'est un des atouts des territoires, ça doit le rester. Quand ça fonctionne bien, c'est super. On peut être à Paris en 15 minutes, oui. Quand on habite par exemple Enghien-les-Bains, et on voit le matin d'ailleurs le nombre de trains qui arrivent toutes les 2-3 minutes aux heures de pointe, c'est fantastique. Donc pour garder cette fréquence, c'est l'annonce du jour, c'est de continuer à porter son masque tout le temps, toute l'année dans les transports publics. Et de bien vous répartir. On a de la chance sur la H, on peut se répartir sur toute la longueur du train. Même à l'intérieur, une fois dans le train, c'est pas compartimenté en voiture, et donc effectivement il faut à la fois se répartir dans le train et porter son masque, et avec ça
et les désinfections, notre programme de désinfection, vous pouvez prendre le train, continuer à prendre le train. Merci pour cette annonce. Je pense que ça sécurise tous ceux qui veulent prendre le train, en fait. Et puis effectivement, c'est une marque d'hygiène. Finalement, on va finir de faire comme les Asiatiques et comme notamment les Japonais qui respectent toujours ces distances. C'est vrai. Alors, autre sujet dont j'aurais aimé que nous parlions aujourd'hui, Zelda Kramberg, c'est la réforme du ferroviaire. Quelle est-elle, puisque c'est cette année que se passe cette réforme? Alors, c'est cette année qu'on la met en œuvre collectivement depuis le 1er janvier. Avant, la SNCF était un EPIC et un établissement public d'intérêt industriel et commercial, pardon. Et désormais, SNCF est une société anonyme. Donc on a quelque part normalisé la SNCF. Et en fait, il n'y a pas, quand on dit SNCF, on parle non pas d'une seule société, mais de 5 sociétés anonymes. Une société mère, SNCF, et puis on parle aussi de SNCF Réseau, qui est une SA, qui est gestionnaire de l'infrastructure, ça veut dire qui entretient, qui a la propriété et qui entretient les infrastructures et fait circuler les trains. On parle du fret SNCF, qui est une société à part entière. On parle de la SA Voyageurs, qui comprend à la fois les TGV avec Voyage, à la fois les trains de banlieue avec Transilien, et puis les trains aussi régionaux avec TER. Et puis on parle aussi de la SA Gare et Connexion. Voilà, donc cette réforme-là, elle a permis à la fois depuis le 1er janvier de normaliser la SNCF, d'en faire une entreprise. Elle a permis, alors l'État a repris la dette, ce qui était un peu la condition pour que la SNCF ne soit pas trop endettée dès sa naissance et soit vraiment une société classique. Et puis, elle permet aussi de projeter le ferroviaire dans l'avenir, puisque c'est les dividendes générés, par exemple, évidemment en particulier les TGV, alimentent l'entretien des infrastructures qui est fait par SNCF Réseau. Donc on a un cercle qui est vertueux pour le ferroviaire et pour que le ferroviaire continue. Alors, si j'ai bien compris, donc 5 sociétés, je répète ce que vous venez de dire, c'est très important, cette réforme du ferroviaire en France. Toute la société passe en SA, en 5 sociétés. Donc si j'ai bien compris, si je vous parle raccordement de la ligne H à Pleyel, ce qui s'en occupe, c'est Gare et Connexion? Alors, le raccordement de la ligne H à Pleyel, alors juste un petit mot, effectivement, Pleyel va devenir, avec le Grand Paris Express, une gare importante. En particulier, la ligne 15 y passera. Et donc, l'enjeu, ce serait de faire arrêter, l'enjeu du projet, je me permets juste pour nos auditeurs qui ne sont peut-être pas au courant, c'est de faire arrêter les trains de la ligne H à Stade de France Saint-Denis, là où s'arrêtent aujourd'hui les trains de la ligne D, mais pas les trains de la ligne H. Et donc, juste pour resituer le projet, répondre à votre question, c'est évidemment un projet colossal parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas les quais. On a des quais pour la ligne D qui sont occupés par la ligne D. Donc, si on voulait faire arrêter les trains de la ligne H, il faut créer des quais. Je ne sais pas si vous avez vu la densité des voies à cet endroit-là, mais ça veut dire qu'il faut en fait déplacer toutes les voies pour pouvoir créer des quais. Donc ce sont des travaux extrêmement importants, évidemment très, très onéreux aussi, et qui auront un impact très fort aussi pour les voyageurs lorsqu'ils seront faits. Alors là-dessus, qui décide de ces travaux-là? Alors, ce n'est pas que la SNCF, c'est-à-dire que l'autorité organisatrice des transports régionales, en région Île-de-France, c'est Île-de-France Mobilité, décide ou non de ce type d'investissement. Donc c'est elle qui décide, et dès lors qu'elle le décide et qu'elle le finance, tout ou partie, avec potentiellement le concours de l'État, de d'autres collectivités, mais dès lors qu'un plan de financement est établi, eh bien c'est SNCF Réseau qui va réaliser ces travaux, et puis une fois en particulier les travaux sur le réseau ferré, et Gare et Connexion qui réalisera, s'il y a besoin, l'ouvrage de la gare, et puis qui l'exploitera par la suite.
Aujourd'hui, Île-de-France Mobilité travaille sur ce sujet-là pour voir effectivement si c'est intéressant ou non. Faut quand même avoir en tête que nos voyageurs de la ligne H vont quand même profiter par exemple du prolongement des halls à l'ouest, parce que désormais quand on arrivera en gare du Nord, dans 2-3 ans, dès lors que les halls sera mise en service, eh bien, on pourra directement prendre le RERE pour aller à la Défense, donc ça va quand même changer sans faire l'arrêt de la H à Pleyel, le quotidien ça va raccourcir notre temps de trajet. Raccourcir les temps de trajet, en particulier pour les habitants du Val d'Oise qui travaillent à la Défense et qui n'ont pas nécessairement besoin là de l'arrêt de la H à Pleyel, mais qui vont être servis par le prolongement des halls. Mais à l'heure où on parle d'environnement et de trop d'embouteillage et de pollution, les Français, les auditeurs nous posent ces questions. Je pense qu'il faut en parler plus longtemps, parce que c'est important. D'accord, c'est des investissements qui coûtent très cher, ça on en a bien conscience, mais en même temps, c'est l'avenir qui est en jeu, et notamment dans la concurrence d'une région Île-de-France par rapport touristique et culturel qui est concurrente de pays étrangers. Alors, autre question que posent les auditeurs, vous avez parlé de 5 entreprises différentes sous forme de SA dans la réforme du ferroviaire, c'est que c'est SNCF Voyageurs qui a en charge donc les TER, les Transiliens, mais en même temps c'est SA Gare et Connexion qui s'occupe de la vente des billets. Alors une des questions des auditeurs, et ce sera ma dernière question si vous voulez bien Zelda Cranberg, c'est on parle beaucoup d'expérience client. On a vu que les agences pour la vente des billets se fermaient puisque vous vouliez qu'on aille sur l'internet, on comprend bien. Mais pour les populations les plus âgées qui ont du mal, et quand on a des billets très compliqués avec plein de changements, ça reste compliqué d'aller sur le net pour prendre des billets. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer dans le futur d'avoir quelques agences dans quelques gares, je ne sais pas, à répartir, en tout cas moi ma chapelle c'est l'Île-de-France, à répartir dans les zones les plus encombrées pour que les plus âgés puissent aller directement au guichet. Et moi je pense à tous ceux qui entendent mal ou qui voient mal. Est-ce que c'est pas une question qu'on pourrait poser aux services qui réfléchissent à l'expérience utilisateur? Alors oui, sur ce sujet-là, alors on est particulièrement attentif, en particulier sur la vente de billets en ligne, aux personnes qui ont besoin d'un contact au guichet. D'ailleurs, la plupart dans les grandes gares, en particulier les gares parisiennes, les guichets ont été rénovés pour que l'accueil soit beaucoup plus agréable, etc. Après, effectivement, il est difficile d'entretenir un réseau de distribution très important parce que c'est onéreux. Ça coûte cher, bien sûr. Et que ce n'est plus tout à fait dans les usages de la plupart de la population, qui sont des usages désormais digitaux. Et je dois dire que la crise Covid a encore renforcé, s'il en était besoin, la place du digital dans notre vie. Maintenant, on continue à être attentif quand même aux personnes qui peuvent être en situation de handicap au sens large. Il y a des investissements très importants qui sont faits, par exemple, pour rendre accessibles les gares, en particulier sur la ligne H à Saint-Denis, pour mettre des ascenseurs pour les personnes qui se déplacent plus difficilement. Donc sur la ligne H, il y en a à Saint-Denis, à Persan, à Épinay, à Pontoise, sont des investissements très importants. Et puis pour revenir sur le sujet des billets, sachez qu'il y a aussi par téléphone le 3635 qui marche très bien pour les billets grande ligne. Voilà, donc en fait, pour toutes les personnes porteuses de handicap, on peut faire le 36-35. Et donc, on a la possibilité d'échanger nos billets avec ces gens-là, mais pas de contact physique. Après, il faut aller dans les grandes gares. Il faut aller dans les grandes gares parisiennes. Les grandes gares parisiennes où effectivement. Mais bon, c'est une idée, je vous propose de la répercuter dans vos réunions, et puis peut-être qu'un jour vous viendrez nous dire de bonnes nouvelles, on ne sait jamais. Voilà. Merci en tout cas Zelda Cranberg d'avoir été avec nous aujourd'hui, et on restera en contact ensemble et on fera des points réguliers si vous voulez bien. On va poursuivre cette émission, on va faire une pause musicale, et puis ensuite place à nos 2 derniers sujets du jour.
sourire si vous voulez, ça fera pas de mal. Non, non, moi ça va, c'est pour Non, vous. non, mais allez-y. Ah, si vous voulez, ouais. S'il n'y a pas trop de bruit. Monsieur Roland, comment tu vas? Très bien. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Ouais. Bon, c'est le principal. Monsieur, on m'a dit d'être là. Oui, oui, d'accord, d'accord. Ah, elle les a prises, elle embarque tout là. Florent, je me mets où? Là. Là. Hein? Là ou n'importe. Allez, comme vous voulez. Là, allez. On va pas faire français jingle contre les Italiens. Voilà encore une nouvelle création musicale qu'on vous fait entendre, comme maintenant c'est notre habitude. En tout cas, aujourd'hui, au bar de l'économie sur Radio Anguin, Radio IDFM, je vous je suis en compagnie de Dominique Da Silva, députée du Val d'Oise, de Zelda Kramberg, directrice, la toute nouvelle directrice de la ligne H et de la ligne K pour la SNCF. Vous l'avez entendu, elle vient de parler, donc le port du masque ce sera obligatoire et tout le temps dans les transports publics. Là, je pense que Pascal Wick, qui va intervenir tout de suite sur la formation à la sécurité, doit être content. Et puis, nous finirons avec la culture grâce à Dominique Roland, le directeur de la culture et le directeur général adjoint des services de la ville d'Anguin-les-Bains. Alors, Pascal Wick, donc le port du masque, ça vous semble normal? À la limite, faudrait-il mettre des gants, vous qui vous occupez de sécurité et qui... Le port du casque, oui, est obligatoire, est important. Le port du masque? Oui, le port du masque est important. Raison de plus, une fois qu'on l'a utilisé, pour le mettre dans la poche, et puis pas pour le mettre dans le trottoir, petit au passage. Voilà, un signe civique, ne pas jeter ses masques sur la voie publique. Oui, ça c'est une horreur. Les gants n'ont pas franchement d'intérêt actuellement. Lavez-vous les mains à l'eau, au savon, au gel hydroalcoolique. Il vaut mieux avoir les mains propres qu'un gant sale. Ah d'accord, donc il vaut mieux ne pas avoir de gants plutôt qu'un gant sale, c'est ça que vous dites? Ah oui, c'est très très clair. Oui, bien entendu, parce que les gens, le gant est une fausse protection. Les gens pensent qu'ils sont protégés avec les gants et ne font pas attention à l'hygiène de leurs gants. Alors que lorsqu'ils ont les mains nues, ils ont leur petit flacon de gel hydroalcoolique dans leur sac à main ou dans leur poche. Régulièrement, ils se nettoient les mains avec le gel et c'est beaucoup plus efficace que d'avoir des gants sales que l'on retrouve dans les caniveaux avec les masques. D'accord, donc finalement, tous ceux qu'on voit dans le métro avec des gants, c'est aussi plein de microbes que une main sale. C'est non seulement la même chose, mais ils se grattent les yeux, ils se grattent les oreilles de la même manière que quand ils ont les mains. Donc c'est une catastrophe hygiénique. Donc laissez les gants aux soignants, ils en ont besoin. Et puis lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon et du gel quand vous êtes à l'extérieur de la maison. Alors Pascal, oui, vous êtes bien placé pour nous dire tout ça, car vous êtes formateur en prévention des risques professionnels. Quelle est la démarche d'évaluation des risques en ce moment? Alors d'abord, la première élément, si nous on est là les préventeurs, c'est que c'est une triste réalité. En France, 645 000 accidents du travail avec arrêt tous les ans. Donc toutes les secondes, quand on parle actuellement, il y a un salarié qui va voir son médecin et qui se fait arrêter. C'est une catastrophe. Et derrière, il y a l'élément réglementaire. L'élément réglementaire qui dit aux chefs d'entreprise, mais vos salariés sont là pour travailler, ça vous coûte une fortune quand ils sont en arrêt. Faisons en sorte à ce que les salariés puissent venir travailler en sécurité, de façon à ce que quelqu'un qui est en sécurité, il travaille mieux, c'est aussi simple que ça. Donc il y a un article législatif, peu importe son numéro, qui dit aux chefs d'entreprise, protégez vos salariés. On est dans ce cadre-là et notre objectif à nous, c'est d'assister les chefs d'entreprise qui souvent d'ailleurs on leur dit « mais t'as pas besoin de moi, regarde autour de toi, cette prise électrique qui n'est pas dans le sol, visse-la. L'élément, le bout de papier qui est par terre, ramasse-le. D'abord, c'est la première démarche, c'est comme quand papa et maman rentrent à la maison avec bébé. Mais regarde par terre, les billes, les jouets, les prises électriques, ils les rangent. Au travail, c'est totalement paranoïaque, mais c'est exactement la même chose. On fait la même démarche. Donc finalement, c'est une question d'éducation. En fait, la première mesure de sécurité, c'est l'éducation. Oui, c'est d'abord qui c'est qui est blessé? C'est moi.
Moi, salarié, c'est bien moi. 645 000, ça commence à faire beaucoup quand même. Hein, 645 000, c'est énorme pour un pays comme la France. chiffre de la sécurité sociale, c'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte, que ce soit les salariés ou que ce soit les chefs d'entreprise, oui, c'est pas grave. Un accident du travail, ça commence par le premier bobo du doigt. Oui, mais c'est pas grave. Mais c'est un accident de travail. Et là, on parle de ceux qui sont avec arrêt. 645 000 avec arrêt. C'est une catastrophe économique pour les chefs d'entreprise. Effectivement, c'est pas la totalité des accidents du travail, donc c'est beaucoup plus, j'imagine. Eh bien, c'est-à-dire que je me fais bobo le doigt, c'est un accident du travail, et ça, c'est pas déclaré. Alors qu'il faut réellement le déclarer. Il faut le déclarer, c'est une obligation législative de déclarer. Je me fais bobo, je me fais mal au doigt, je me fais bobo la fesse en tombant. Bah, c'est pas grave. Eh bien, il faut le déclarer. Et ça casse un petit peu les pieds à tout le monde, cette affaire-là. Expliquez-nous justement les obligations législatives, parce qu'on ne pense pas qu'une simple coupure, il faut le déclarer. Eh bien, toute atteinte à la santé au travail est un accident au travail, c'est une atteinte à la santé au travail, et elle doit être déclarée à la sécurité sociale, parce que ces petites agrafes que j'ai dans le doigt, je ne fais pas attention. Ce bobo que je me fais au genou parce que je vais me cogner sur le tiroir, je ne fais pas attention. Mais si ce bobo est plus grave, il s'infecte par exemple, et que je ne l'ai pas déclaré, eh bien le salarié ne bénéficie pas de ses droits de pouvoir être pris en charge par la sécurité sociale. Et on est bien d'accord que ça casse les pieds à tout le monde, cette affaire-là. Hein, parce que le chef d'entreprise, il ne faut pas oublier que l'accident du travail, au bout d'un certain temps, c'est lui qui va payer. L'accident du travail, c'est bien les chefs d'entreprise qui payent. Hein, la sécurité sociale, à un moment ou à un autre, va augmenter les cotisations, on va renvoyer la note au chef d'entreprise. Donc on n'aime pas trop cette affaire-là. Mais on ne peut pas non plus prendre des mesures de prévention. Et c'est en ce cas que nous, les entreprises préventeurs, on aide les entreprises pour leur aider. C'est une démarche qui est totalement paranoïaque, mais on aime bien. C'est de leur expliquer comment faire en sorte à améliorer la sécurité dans leur entreprise. Alors d'abord, si on peut supprimer, on supprime. Un escalier qui est dangereux, soit tu ne prends pas l'escalier, soit tu en prends un autre. Ou alors, cet escalier, tout bête. C'est une quasi-totalité, c'est une grosse importance des cause des gens qui ont les accidents du travail, c'est les chutes de hauteur. Tiens la rampe. Donc aujourd'hui, on passe notre temps à des choses toutes bêtes. Écrire sur les escaliers, tenez la rampe. Faites ça à Radio Anguin dans vos escaliers, tenez la rampe. D'accord, donc en fait, vous voulez dire que finalement, il faut rappeler aux simples salariés des mesures toutes bêtes. C'est la première protection, j'allais dire, parce qu'on n'y pense pas. Ça commence par ça. C'est-à-dire que nous, je dis à tous nos interlocuteurs, ça ne sert strictement à rien de faire appel à nous si vous n'êtes pas prêt à mettre en œuvre dans votre entreprise des mesures simples. Les accidents du travail de tous les jours, c'est ça. La première cause d'accident du travail, c'est les chutes de hauteur. Les gens qui prennent des escaliers, les gens qui marchent sur de la moquette parce qu'ils ont des talons, je ne fais pas attention, je tombe, c'est la première cause d'accident du travail. Donc des choses toutes bêtes du quotidien. Des choses toutes bêtes du quotidien. Et une fois qu'on a compris ça, nous on arrive après, parce qu'il y a l'aspect réglementaire, chacun son métier. Un plombier, c'est un plombier, et il connaît son métier de plombier. Il a parfaitement le droit, ce chef d'entreprise, de ne pas connaître les aspects réglementaires liés à l'intervention de l'amiante sur les chantiers, liés à l'obligation d'avoir des harnais quand ils sont montés en hauteur, quelque chose aujourd'hui qui est particulièrement important et qui casse un petit peu les pieds, mais il faut le mettre. Est-ce qu'il y a des prédateurs dans mon entreprise? Qu'est-ce qu'on appelle les prédateurs donc? Eh bien, c'est les gens qui ne me parlent pas bien, c'est les gens qui m'insultent, c'est les gens qui ont des relations avec leur personnel, qu'on appelle les troubles psychosociaux. C'est une obligation aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a quelques années, quand les relations ne se passent pas bien dans les entreprises, des gens qui ouvrent la fenêtre et qui sautent par la fenêtre. On pense au suicide, là vous nous faites penser au suicide de France Télécom par exemple. Alors, France Télécom, c'est pas ceux où il y en a plus, mais dans la mesure où il y avait des représentations syndicales, ils ont fait pas mal de bruit. Bien sûr. Donc ça c'est important. Et donc ça fait partie des éléments où ça a déclenché un petit peu la nécessité de mettre en avant ce genre de choses. Mais c'est aujourd'hui une obligation de le mettre dans un document qui s'appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels. En gros, on revient au papa à maman tout à l'heure. Il y a les jouets de bébé, il y a la bille de bébé. L'entreprise, il fait la même chose. Il l'écrit. Donc il y a ce nouveau document unique d'évaluation des risques professionnels. Qui le tient en entreprise? Alors, il n'est pas nouveau, mais il a une vingtaine d'années. C'est une obligation par le chef d'entreprise.
En fait, il n'est pas rempli actuellement, c'est ça que vous constatez? Une bonne moitié des chefs d'entreprise n'ont soit pas ce document, et la moitié de ceux qui l'ont, ils ont un document qui ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est un document qui doit être managé. Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai vu dans mon entreprise qu'il y avait une marche qui ne marchait pas bien? Une fois que j'ai vu que dans mon entreprise, j'avais besoin de formation, par exemple la sécurité, au secourisme, à l'incendie, où j'en passais des meilleurs. Donc ce document, il va mettre en avant les risques de mon entreprise, pas celui du voisin. Parce que dans des bâtiments différents, les mêmes bâtiments l'un à côté de l'autre, il suffit de nous regarder autour de cette table. Aucun d'entre nous est fabriqué de la même manière. Il y en a celui qui a des lunettes. Il y a celui qui a un petit peu de moi, qui est assis à la même table, qui a un petit ventre et qui va être assis d'une façon différente que quelqu'un qui est tout fin. Eh bien, c'est ces risques-là, individuels, qu'il va falloir remarquer et puis adapter à chacun. Et à partir de là, proposer des formations aux gens qui sont forcément au début, qui ont un cadre commun, et faire en sorte d'accepter à chacun, parce que 645 000 accidents du travail, c'est 1, plus 1, plus 1, plus 1. Et encore, ça n'est que ceux déclarés, comme vous l'avez dit, qui ont des arrêts de travail, donc il y en a encore beaucoup plus. Oui, parce qu'il y a ceux qui ont des protections sociales, ou chefs d'entreprise, sur t'es payé, donc on dit rien. Donc on dit rien. Alors, Pascal Wilk, vous intervenez auprès des entreprises, j'imagine sur toute l'Île-de-France. Quelles sont les autres obligations législatives? Est-ce que le chef d'entreprise maîtrise toutes ces obligations? Eh bien non, enfin, techniquement il devrait. Un article de loi qui est là, alors je le dirai qu'une fois, hein, c'est fini, c'est promis, je ne le répéterai plus, qui est l'article 41-21-1 du Code du travail et les suivants, qui dit au chef d'entreprise, vous avez une obligation, et c'est pas s'il vous plaît, on le fera demain, une obligation d'assurer la santé physique et mentale. On va revenir aux troubles psychosociaux tout à l'heure. Elle fait 3 lignes, cet article-là. Et le législateur, il dit au chef d'entreprise, on se fiche totalement de comment vous allez le faire. Ce qu'on veut, c'est le résultat. Si ça vous coûte rien, tant mieux. Si ça a un coût qui est important, c'est votre problème, c'est votre métier, c'est à vous de l'intégrer dans vos process. Et donc cette obligation-là va entraîner tout un tas d'autres, il y a l'article 41-21 et puis tous les suivants, je ne vais pas vous les répéter, avec au bout du compte l'obligation de formation de mes salariés, parce que j'ai identifié des risques d'atteinte à la santé de mon personnel. Donc finalement, si vous partez en entreprise, vous réunissez tout le personnel pour leur expliquer tout ça? Alors ça, c'est le bon sens. Puisque la prévention, ça part à partir de moi. Et nous, on est ce qu'on appelle des gens qui sommes rattachés à l'INRS, c'est l'Institut national de la recherche et de la sécurité, habilité par eux dans un tas de formations. L'INRS étant l'outil pédagogique de la sécurité sociale. Et le premier élément que dit l'INRS aux chefs d'entreprise, débrouillez-vous tout seul, soyez autonome. Le chef d'entreprise peut faire cette démarche tout seul, ça n'a strictement aucun intérêt. L'intérêt, c'est, je vais voir les salariés, c'est ce que fait exactement notre collègue qui était tout à l'heure, la dame de la SNCF. Eux, ça ne leur viendrait jamais l'idée de prendre des décisions sans parler aux salariés sur le terrain. Chacun va dire, moi, j'ai ce problème-ci. Moi, eh bien, je fais 1m50. Moi, j'ai telle difficulté pour arriver. Et puis, de manière, c'est le chef d'entreprise qui décide. Hein. Le chef d'entreprise, en fonction de tous les éléments qu'il va récupérer dans son entreprise, et là c'est législatif et c'est même pénal. Carrément. Il va prendre ses décisions, il va les signer, et là on est dans le cadre du management qui va devoir les faire appliquer. Donc si un salarié refuse, finalement, le chef d'entreprise peut obliger son salarié à appliquer les règles et consignes de sécurité. Non seulement il peut, mais il doit, parce que s'il ne le fait pas, et qu'il y a un accident qui est important, le chef d'entreprise, il vendra sa maison. Oui, il risque un procès, comme vous l'avez dit. Et puis faites attention à vos assurances, parce que les vieilles entreprises qui ont des assurances de sécurité civile, dans lesquelles ce qu'on appelle la faute inexcusable, on entend ça de temps en temps à la télévision, la faute inexcusable, c'est finalement, qu'est-ce que c'est? J'ai eu un accident, on pense tous à la sécurité sociale, c'est que la sécurité sociale qui est un assureur, et que l'assureur il dit de temps en temps moi je paye pas, donc on va au tribunal, et le tribunal au bout d'un certain temps dira c'est une faute, c'est un accident du travail, donc la sécurité sociale va continuer à payer, ou ce n'est pas un accident du travail, et là ça prend le nom de fameuse faute inexcusable, et attention, parce que la faute inexcusable ce n'est pas
qu'un employeur. Le salarié qui n'a pas respecté les consignes du chef d'entreprise peut être condamné à la faute inexcusable. Et oui, un chef d'entreprise non seulement doit faire appliquer dans son entreprise, mais un salarié qui n'applique pas les consignes peut parfaitement se faire licencier, puisque le chef d'entreprise a une obligation. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, Pascal Wilk. Donc je rappelle, la faute inexcusable, le salarié peut aussi bien se faire condamner que le chef d'entreprise. Absolument. Voilà, alors j'imagine que là pour vous tout s'est arrêté avec la crise Covid, mais si on est intéressé, comment fait-on pour vous contacter, Pascal Wilk? Alors pour nous joindre, déjà vous allez sur Internet, Pascal Wilk, W-I-L-K formation, vous tombez sur le site et puis vous avez toutes mes coordonnées. Et un petit aparté actuellement, si vous permettez, bientôt la rentrée au mois de septembre pour les étudiants, et certains étudiants vont avoir besoin de nous, les formateurs sécurité, pour passer une formation obligatoire pour eux, notamment les professeurs, qui s'appelle le PS5, qui est une formation secouriste. Et ça s'est arrêté avec les vacances, et aujourd'hui ils sont un peu paniqués parce que pour faire leur inscription à la faculté, ils ont besoin de ce PS5. Les organismes de formation ou secourisme, Croix-Rouge, Protection civile, nos amis des pompiers dans le Val d'Oise, et moi qui suis notamment formateur pour une association nationale, ANPS, l'Association nationale des premiers secours. Dans le Val d'Oise, la référence est l'Union départementale des premiers secours 95, UDPS. Appelez-nous, allez sur le site internet, Dorothée, le matin vous répondra, pas de souci, les formations seront organisées, vous aurez votre PSC1. Voilà, donc tout l'été, vous allez pouvoir faire ces formations pour qu'ils aient leur certificat. Et oui, et bah, on a déjà prévu, il y a déjà des dates qui sont dedans, donc il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas de souci, il y a encore de la place, allez-y parce que c'est important. On va ouvrir. Merci en tout cas d'être venu avec nous aujourd'hui, et puis bien sûr on vous réinvite volontiers pour des mesures, et puis un jour pour parler de la certification Calliope qui est en cours pour la plupart des formateurs en sécurité, j'imagine. Alors c'est une certification qui est obligatoire pour les organismes de formation tout court. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, le législateur a fait un petit peu d'or dans le financement de la formation, déjà par un élément qui était le Datadoc, et aujourd'hui par un élément qui s'appelle, on va l'oublier parce qu'il est en train de disparaître, et qui est Calliope, qui est une certification aujourd'hui au 1er janvier 2022, ou pour que les entreprises puissent faire financer leur formation par le ROPCO, qui est la formation professionnelle, leur organisme de formation devrait être certifié Calliope. Et Pascal Wilk Formation est un des tout premiers en France à avoir été certifié Calliope. Félicitations à vous. Donc pour la formation, la certification Calliope qui va être obligatoire, vous l'avez dit, en 2022. Donc vous reviendrez nous l'expliquer l'année prochaine, si vous voulez bien, Pascal Wilk. Vous êtes bien sur IDFM 98, Radio Anguin. On va finir cette émission en beauté avec la culture, un des 4e domaines les plus touchés, bien sûr, par la crise Covid. Grâce à vous, Dominique Roland, rebonjour. Bonjour. Donc, la culture, c'est quand même ce qui fait... je veux dire, on ne peut pas se passer du beau quand on est un être humain, et d'ailleurs la nature nous montre le beau évidemment, mais quand on est en ville c'est plus difficile. Heureusement, grâce à vous, des institutions comme le Centre des Arts existent. Alors l'actualité, c'est la publication du livre Communicart sur la parole d'acteurs culturels. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce livre que publie François Blanc? Alors c'est finalement le titre dit tout, puisqu'on dit quand l'humanité vit une tragédie, eh bien, est-ce que l'art est une encre, un totem, un baume ou une boussole? Effectivement, on arrive sur un sujet qui est important, puisque dans la période de confinement, dans la période de cette pandémie qui n'arrive pas encore à terme, eh bien, il y a eu d'abord des changements de comportement. C'est-à-dire, c'est vraiment une modification de comportement, de comportement face à l'autre. Et ce changement de comportement a amené évidemment d'autres... on s'est redéployé finalement, c'est quand même la capacité d'adaptation de l'humanité, c'est de se redéployer de manière différente. Alors, on est chez soi, on a une fenêtre qui est par l'ordinateur, par le téléphone, on est en lien avec les autres, mais on est à distance. Et je trouve que, pour recontextualiser le Centre des Arts, qui est un centre de création et principalement sur une expertise numérique, la distanciation, effectivement, comment fait-on
dans cette période qui est quand même une période inédite, comment fait-on pour recréer du lien social? Et quand on parle de la culture, il s'agit aussi de lien social, c'est-à-dire d'inclusion sociale, mais aussi d'éléments qui sont comment on se rapproche à distance finalement. Quels sont les outils, comment nous allons réécrire finalement le lien aux autres, et comment par exemple une salle de spectacle qui est vide, finalement, va recréer ce lien avec évidemment son public. Alors je crois que là, ça nous amène finalement à repenser ce qui est finalement la réparation, parce que c'est une forme de réparation. Ce qui est arrivé à nous tous dans cette période, c'est à la fois se dire que nous allons créer d'autres liens autrement, donc il faut trouver d'autres manières de penser, et de penser à distance. C'est-à-dire de créer par exemple, en enregistrant des concerts, en les diffusant auprès d'un public à travers évidemment les réseaux sociaux, mais en même temps pour permettre aussi à ceux qui ont des problèmes de mobilité, parce qu'on s'aperçoit à cette occasion que des publics qui ne viennent pas dans des lieux de culture ou d'art, qui n'ont pas forcément accès à la culture pour des questions de problèmes de mobilité, eh bien, peuvent avoir accès à ce moment-là à ces lieux, mais par d'autres moyens. Alors, c'est vrai que ce temps de la réparation, aujourd'hui, nous oblige, je dirais, à repenser effectivement d'autres formes d'écriture pour l'art, pour le théâtre, pour la musique, pour les musées. Finalement, comment nous allons créer en quelque sorte une interface entre les publics et nous, et garder ce lien. Alors c'est vrai que nous sommes dans le monde de l'image, nous sommes dans un monde qui est immédiat, où les réactions se font, on écoutait hier l'interview du professeur Raoult, où vous voyez que nous ne sommes pas dans un monde où le temps de la réflexion, le temps de pause qui est important, eh bien, celui-là, on est plutôt dans la réaction, on parle de tout, surtout, et je pense que ce qui va être intéressant à l'issue de cette pandémie, c'est finalement comment nous allons redéployer finalement avec les outils numériques, eh bien, ce rapprochement, ça va concerner les espaces de santé. Comment peut-on imaginer un lien à travers peut-être un écran entre des personnes qui sont distancées de 400 km? Nous avons mené une expérience, maintenant, c'était en 2002, avec un monsieur qui était venu au Centre des Arts, qui s'appelle monsieur Murakami, qui a été un co-fondateur de SEGA, et qui avait inventé un système en relief. Et nous parlons de ce sujet en 2002, comment faire pour des personnes hospitalisées de l'image en relief et un lien par écran entre une personne qui ne peut pas se déplacer et une autre personne qui est hospitalisée. Donc vous pensez, Dominique Rolland, qu'avec la crise Covid, finalement la création numérique qui est la base de développement créatif du Centre des Arts va prendre de plus en plus d'ampleur? Je crois qu'effectivement, elle va modifier, c'est-à-dire venir sur un lieu, d'abord, c'est une question qui est importante, puisque la barrière, si vous voulez, les barrières sanitaires, entre guillemets, les dispositifs que nous allons mettre en place pour les ouvertures des lieux de culture en général, que ce soit des théâtres ou des musées, ça va nous obliger à avoir un parcours du combattant. C'est-à-dire que nous allons un peu être dans les zones de douane des aéroports, où vous avez les marques au sol, vous avez donc c'est une forme de rituel, et c'est généralement pas un rituel qui amène la convivialité. Donc c'est vrai que repenser la question de la circulation dans les espaces et en même temps essayer de réduire cette distanciation, il va falloir penser autrement. Et donc, moi je crois que la question, elle vient surtout par le lien, le dialogue qui peut s'instaurer avec les publics, et pas seulement sur des questions où on amène ce que vous disiez en introduction, le beau c'est quoi? Ce sont des sujets de société. La culture doit s'emparer aussi des sujets de société, et des sujets de société, c'est par exemple réécrire finalement ce que la distanciation a montré pendant cette période.
Si vous reproduisez ça dans une chorégraphie, ça peut devenir une forme d'humour, ça peut devenir une forme, si vous voulez, de remède, de parade, qui permet de prendre du recul sur une situation dans laquelle nous nous sommes trouvés effectivement obligés. Alors le 22 juin, vous réouvrez partiellement le Centre des Arts. Qu'est-ce que ça veut dire d'ouvrir partiellement pour vous? Alors aujourd'hui, la question, l'ouverture n'est pas encore, je dirais, d'actualité. Elle est dépendante de la situation du Val d'Oise. C'est-à-dire, bon, nous sommes évidemment là, c'est le préfet hein, qui va être en quelque sorte le donneur d'ordre, et puis Philippe Sueur, le maire d'Enghien-les-Bains, parce que nous ne voulons pas ouvrir dans n'importe quelles conditions. C'est-à-dire que, bon, alors tout ce travail a été fait, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail de prévention sanitaire qui a été réalisé avec les équipes, de manière plusieurs expertises ont été faites, de manière à ce que le retour du public se fasse dans les meilleures conditions. Toujours est-il que dans un lieu qui est labellisé par le ministère de la Culture comme à rayonnement national, art et création, ça veut dire que dans le meilleur des cas, nous pouvons ouvrir une exposition. Nous ne sommes pas dans les grands musées, nous ne sommes pas au Louvre. Nous pouvons ouvrir une exposition, celle qui était sur les effets spéciaux. Cette exposition donc, permet de recréer un contact avec le public. Vous pensez que vous allez pouvoir la réouvrir? Écoutez, si les conditions sont requises, c'est tout à fait possible. Ça ne demande pas, si vous voulez, il y a un accompagnement, il y a une médiation qu'il faut assurer auprès du public aussi, mais elle peut se faire à distance aussi, enfin avec les précautions que l'on connaît. Et puis en même temps, il y a aussi des activités qui sont celles des résidents, c'est-à-dire des artistes, d'une part, parce que quand on est un lieu, je pense qu'il faut d'abord, avant d'être un lieu de diffusion en réouverture dans tous les théâtres de France, il faut d'abord être des lieux de création. Parce que la création, c'est ce que vous faites aujourd'hui en studio et que vous allez produire dans 6 mois ou dans 1 an. C'est quand même. Donc finalement, pour vous, pour Enghien, la priorité, c'est l'appel aux créatifs, finalement, pour pouvoir faire une belle saison pour l'automne, si j'ai bien compris. C'est la création qui doit être la priorité. Et puis aussi, enfin, l'incubateur, puisque nous sommes dans un écosystème avec un incubateur d'artistes et de start-up hein, qui sont start-up innovantes. Le Numérique Lab, donc. Le Numérique Lab, qui accueille cette fois-ci, nous avons une nouvelle start-up qui est sur la musique, hein, qui produit. Alors on sait que la musique aujourd'hui se fait pas simplement par vinyle, on n'est plus sur le vinyle, on n'est plus non plus sur le CD, ni sur le Blu-ray, on est évidemment dématérialisé. Donc la question va être pour cette entreprise de développer, puisqu'ils travaillent avec le Japon, les États-Unis, et bien de leur permettre de développer leur activité. Alors je propose, merci beaucoup pour toutes ces annonces, Dominique Rolland. Je propose que vous reveniez nous voir pour dès que les premières ouvertures, dès que la distanciation sociale pourra être bien précisée, et dès que le préfet, bien sûr, en aura donné l'autorisation de revenir à ce micro pour nous expliquer en détail toutes ces réouvertures. En tout cas, je rappelle que le Centre des Arts est maintenant une scène conventionnée d'intérêt national, art et création. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être venus ce matin en studio. Je vous retrouve bien sûr dès demain pour d'autres thèmes, d'autres invités. En attendant, très bonne journée et allez dans les cafés-restaurants. Tant pis, même s'il pleut un petit peu, eh bien vous mettez un petit parapluie ou un imperméable et allez prendre un café, ça fera plaisir et ça met de la vie dans les centres-villes. Je vous embrasse, ciao ciao, à demain. Merci, au revoir.